Bonjour, c'est Morgane Soularue. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, je vous propose une excursion dans les égouts de la ville. Si tirer votre chasse d'eau vous paraît être un acte anodin, ce podcast vous racontera que cela n'a pas toujours été le cas. Quoi de plus naturel de tourner un robinet et de voir surgir une eau fraîche et cristalline ? Un acte du quotidien qui découle en réalité d'une organisation technique savante et d'une histoire particulièrement tumultueuse. Car en 1874, les ingénieurs des ponts et chaussées Brière et Lesguillier n'hésitent pas à écrire à propos de Rennes que « la moitié de la ville boit des eaux empoisonnées ». Un constat un peu sévère puisque c'est précisément au cours de ces décennies, 1870-1880, que la ville va entrer dans une nouvelle ère, celle de la maîtrise de l'eau. Une bataille pour l'hygiène, mais aussi, plus surprenant, une bataille pour le temps libre. À Rennes, l'eau est pourtant omniprésente. Le nom antique de la ville, Condat, signifie d'ailleurs confluence. Mais si la Vilaine est un axe de communication qui permet de nombreux échanges commerciaux, le fleuve est capricieux et les épisodes de crue nombreux. Aujourd'hui, il tend à être de mieux en mieux contrôlé grâce à un complexe système associant étangs de ballastage, rehaussement des berges et stations de pompage. Mais au début du 19e siècle, ces dispositifs techniques n'existent pas et la ville se présente comme un vaste cloaque d'eau mal drainée, de fossés croupissants et de rivières qui ne demandent qu'à déborder. À ce portrait déjà peu reluisant, n'oublions pas d'ajouter une dimension olfactive. Et oui, la tannerie est une activité importante à Rennes et la production de cuir pose de nombreux problèmes de rejet d'eau usée. Pour le dire clairement, de pollution. Comme partout ailleurs, avant le tout à l'égout, Rennais et Rennaises jettent leurs ordures par la fenêtre, les disposent dans les gouttières et les caniveaux quand il y en a, ou les abandonnent tout simplement sur un tas de fumier. Les rejets se font naturellement, sans aucun traitement, directement dans la Vilaine. Rue du Champ-Dolan, la rue des Bouchers dont nous parlions dans le podcast sur le Mâbillet, le sang, les chairs et les excréments des animaux s'immiscent entre les pavés et s'y putrifient. En été, on dit que l'odeur y est insoutenable. Sur le sujet, l'écrivain Paul Féval notait d'ailleurs ces quelques mots. Il y a un dieu spécial pour la capitale bretonne, puisque ses bouchers ne lui donnent pas très souvent la peste noire. Tout cela pour dire que la notion de pollution est assez récente et que le rapport à la pourriture, aux viciés et aux déchets a bien changé au fil des époques. Au XVIe siècle, les eaux puantes sont considérées comme le signe d'une activité économique intense et donc d'une certaine prospérité. Dans le même ordre d'idées, au Moyen-Âge, les fossés remplis d'eau croupie, ceinturant la ville, sont une garantie de protection contre les invasions. C'est donc un renversement complet des représentations mentales liées à l'eau qui s'opère au cours du XIXe siècle. Celles-ci cessent d'être un rempart ou un gage d'opulence et deviennent synonymes de maladie. L'eau de la Vilaine est donc une chose. Mais l'eau pure, celle que l'on peut boire sans risque, relève, elle, d'une véritable bataille. Il faut d'abord la collecter, puis la transporter afin de la stocker, avant de la distribuer, puis de la retraiter. Et c'est par un contrat signé au début des années 1880 que la Compagnie Générale des Eaux obtient la concession de l'exploitation de l'eau à Rennes. Précisons que ce type de délégation de service public est une pratique assez courante. La ville de Nantes procède de la même façon avec cette même entreprise de 1854 à 1905. Dans le cas de Rennes, le contrat passé avec la Compagnie Générale des Eaux concerne aussi bien l'eau potable que les eaux usées puisqu'il englobe les égouts. Et c'est en 1881 que débute la construction du premier réseau d'égouts rennais. 23 km de réseau souterrain captant eau usée et eau pluviale pour les rejeter directement dans la Vilaine, près du moulin du Comte. Le temps des stations d'épuration est encore loin et si un projet est initié dès 1904, il faudra attendre 1958 pour que celui-ci se concrétise et entre enfin en service.
Au départ, l'accord passé avec la Compagnie Générale des Eaux devait également concerner l'assainissement des eaux usées, ainsi que l'enlèvement des boues et immondices des voies publiques, curage et nettoyage des bouches d'égout, urinoirs et latrines publiques. Mais les moyens employés pour cette tâche par la compagnie vont être franchement insuffisants. 2 charrues traînées dans les égouts par de pauvres ânes. La ville de Rennes, mécontente du concessionnaire, et on comprend pourquoi, portera même l'affaire devant les tribunaux et décidera en 1896 de prendre en charge elle-même le traitement de ces eaux. Grâce à un ingénieur municipal, elle développera un système de vannes mobiles utilisant la force de l'eau pour draguer en profondeur les conduits. L'adduction de l'eau est donc indissociable d'un autre combat, celui pour l'hygiène. Celle-ci ne gagne pas tout de suite le domicile des Rennais. Cette modernité se diffuse progressivement à travers la ville en irriguant d'abord un certain nombre de bâtiments collectifs comme des casernes, des établissements scolaires ou encore des hôpitaux. L'eau potable accessible directement à domicile est un service payant et donc, dans les premiers temps, ce sont les catégories les plus aisées de la population qui pourront s'offrir un tel luxe. Au milieu du 19e siècle, ces mêmes milieux aisés sollicitent toute une myriade de porteurs pour faire venir chez eux l'eau à un tarif plutôt prohibitif. Près de 1 € par mètre cube. La construction d'un réseau moderne d'adduction d'eau permet donc de rendre plus accessible ce service puisqu'il n'en coûtera plus, au milieu des années 1880, que 15 centimes d'euros environ par mètre cube. Précisons aussi que la réalité de l'accès à l'eau n'est pas la même en ville et à la campagne. Au début des années 1960, seulement 56% des logements en Ille-et-Vilaine ont accès à l'eau courante. Aller au puits est encore une réalité du quotidien. En 1962, si 87% des logements en ville sont raccordés au réseau d'eau courante, cette proportion chute à 46% en campagne. Même à Rennes, les disparités sont criantes. La réalité des quartiers ouvriers n'est pas celle des secteurs plus cossus, habités par des populations plus aisées. Au début des années 1950, les rues de Brest et de Saint-Malo, avant d'être progressivement reconfigurées par de vastes programmes d'urbanisme, sont caractéristiques de cet accès inégal à l'eau et, de manière plus générale, de conditions de vie très rudes. À la Libération, l'accès généralisé à l'eau courante est donc loin d'être achevé. Mais le rêve d'en disposer à proximité de son logement, ou, mieux encore, chez soi, est en passe de devenir réalité. Le précieux liquide cesse d'être un luxe pour ne devenir qu'un élément de confort. Il en est de même du réseau d'égouts qui ne cesse de s'étendre dans la seconde partie du XXe siècle. 100 km de canalisation en 1955, puis 350 en 1970 et enfin 600 dans les années 1990. Ces quelques chiffres permettent de saisir l'immense progrès qu'est la construction de grands ensembles dans les quartiers de Maurepas, de Bréquigny ou encore du Blône. Pour bien des familles montées à la ville, ces habitations à loyer modéré sont indissociables d'un accès sans précédent au confort en étant raccordées à l'eau, mais aussi à l'électricité ou au gaz. L'eau courante, c'est la possibilité de se désaltérer au robinet, mais c'est aussi de grandes facilités pour se laver, sans même parler des WC. Or, en la matière, les efforts sont immenses. Les données du recensement de 1954 montrent que moins de 40% des logements de Rennes disposent de WC privés. Cet accès facilité à l'eau jusqu'à devenir la normale est révélateur d'un mode de vie plus confortable et accordant une place sans cesse plus importante aux loisirs. Si l'eau vient au logement, on n'a par définition plus besoin d'aller la chercher au puits ou à la fontaine, ce qui fait gagner du temps. Mais le fait est que cette accessibilité accrue coïncide avec un ensemble de mesures sociales qui contribuent à un nouveau rapport au temps. On peut citer la loi de 1841 interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans, celle de 1998 portant sur les 35 heures, ou encore l'instauration des congés payés en 1936. À Rennes,
La piscine Saint-Georges, construite dans les années 1920, est caractéristique de cette nouvelle relation à la fois au temps et à l'eau. Une relation plus uniquement physiologique, mais ludique. En d'autres termes, l'eau devient un plaisir et, à Rennes, c'est indéniablement la Vilaine qui symbolise ce changement. Artère commerciale cruciale, le fleuve est investi à la fin, dans le dernier tiers du XIXe siècle, par quelques pionniers, amateurs de canotage et désireux d'organiser, pour leur seul plaisir, des régates. En 1867 est ainsi fondée la Société des régates rennaises, institution qui est aujourd'hui la plus ancienne association sportive de la ville. Autrefois lieu de travail, la Vilaine est désormais synonyme de plaisance. Cette évolution ne doit pour autant pas faire oublier que l'eau potable demeure un bien fragile qu'il convient de protéger. De nos jours, plus de 2 milliards de personnes sont privées de ce qui relève pour l'Organisation des Nations Unies d'un droit fondamental. Rennes et la bataille de l'eau, un récit écrit par Erwan Le Gall. C'était Morgane Soularue, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.